Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Actu en 7, votre deuxième numéro de cette année 2017. C'est parti pour l'analyse, le commentaire de l'actualité de la semaine avec bien sûr nos chers invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Thierno Ibrahima Diop. Il est directeur de publication du quotidien Zoom Info. Bonjour à vous Ibrahima. Bonjour. Donc nous profitons de l'occasion pour souhaiter, avec quelques retards, bonne année à tout le groupe Walfadjri, à commencer par son président directeur général, M. Sidi Lamine Niasse, et du coup, donc, souhaiter bonne année à tous les téléspectateurs et auditeurs de Walfadjri. Nous sommes à votre disposition pour le reste de l'émission. Voilà, donc nous serons avec vous, Thierno Ibrahima Diop. Toutes nos excuses, le deuxième invité ne sera pas présent avec nous, donc nous devrions recevoir Madame Baramata Dia sur ce plateau, mais il ne sera pas avec nous, malheureusement. Mais bon, n'empêche, nous allons essayer d'analyser, donc nous allons analyser plutôt l'actualité avec notre invité. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la crise qui prévaut, qui sévit bien sûr au Parti socialiste et puis la Gambie également. Nous allons y faire un tour et puis pour terminer, nous allons parler sport avec la CAN 2017 qui démarre donc dans quelques minutes, ce sera dans quelques heures bien sûr. Le coup d'envoi sera donné. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer avec vous, Thierno Ibrahima Diop. Démarrons avec l'actualité politique. Le Parti socialiste avec la crise donc qui secoue ce parti. Alors, des arrestations tous azimuts, tout dernièrement, Bamba Fall et les pro-Khalifa, 9 pro-Khalifa ont été arrêtés, placés sous mandat de dépôt. Cela fait suite au saccage de la maison du parti le 5 mars dernier. Alors, cette crise qui secoue le parti, est-ce que l'histoire donc se répète? On peut dire que c'est une nouvelle crise ou bien l'histoire se répète au sein du Parti socialiste? Donc, merci. Donc, tout d'abord, permettez-nous donc de relever qu'on ne va pas entrer dans les aspects techniques du dossier. Donc, je crois qu'il y a les avocats de Bamba Fall et compagnie qui s'en occupent. Bon, par contre, pour le côté politique, effectivement, bon, c'est regrettable. Parce que si aujourd'hui on remonte l'histoire, nous croyons que le Parti socialiste sénégalais est le doyen des partis politiques sénégalais. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Donc, effectivement, vous avez bien fait de demander si on n'a pas eu des cas précédents dans l'histoire du Parti socialiste. Mais paradoxalement, dans l'imaginaire collectif des Sénégalais, on dit que le Parti socialiste est celui qui est le mieux organisé. Parce que justement, son fondateur, Léopold Sédar Senghor, était un chantre de l'organisation et de la méthode. Si vous vous souvenez bien, dans les années 70, Senghor avait institué des tendances donc, au sein du Parti socialiste. Qui étaient des mécanismes internes de règlement des conflits. Donc ce qui arrive aujourd'hui, c'est regrettable. En tout cas, nous faisons partie de ceux qui pensent que cela pouvait se régler à travers des mécanismes internes, comme ce fut le cas par le passé. Mais si on en arrive donc à pouvoir transposer le combat sur le terrain judiciaire, c'est vraiment un aveu d'échec quelque part, relevant surtout de l'élite dirigeante du Parti socialiste actuellement. Voilà, donc vous l'avez dit, hein, si on transfère ce problème interne au niveau des tribunaux, cela donc, est assez déplorable. Alors, dites-nous, à l'approche des législatives, hein, on note ces arrestations. Il y a également la députée Aminata Diallo donc, qui risque de perdre son immunité parlementaire. Alors, est-ce qu'on peut faire le rapprochement par rapport à ces législatives, donc à l'approche de ces législatives et ces arrestations? Y a-t-il donc un lien? Non, par-delà même le Parti socialiste, je crois que ça coule de source qu'il y a souvent une juxtaposition des calendriers politiques et judiciaires. On se souvient de la réactivation de la CRI qui visait Karim Wade. Donc la réactivation de la CRI avait été annoncée en grande pompe. Une œuvre de salubrité publique pour nettoyer les écrits d'Ossias. Mais ce qu'on a vu au finish, c'est qu'il y a eu bon, un pelé et 3 tondus qui ont été peut-être arrêtés. Si je dis un pelé, c'est Karim Wade. Et on a aussi déploré les conditions dans lesquelles il a été libéré. Nous allons même dire en catimini, nuitamment. Et on ne sait pas encore de quoi retourne son sort jusqu'à présent. Nous faisons donc partie de ceux qui portent cette suspicion légitime, voulant établir la thèse que tout cela relevait d'actes politiques, purement politiques.
on a vu la radiation de Ousmane Sonko pour des faits à peu près politiques. Et même la réactivation de dossiers concernant M. Abdoul Mbaye. Donc, avant le Parti socialiste, on a vu que tous ceux qui peut-être ont eu à émettre des opinions contraires à celles de la majorité au pouvoir ont eu des bisbilles avec la justice. Et effectivement, sous ce rapport qui concerne le Parti socialiste, on croit qu'effectivement, il y a en toile de fond, anguille sous roche, il y a peut-être une volonté de museler des adversaires politiques et qui cohère avec l'assertion présidentielle voulant réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et sous ce rapport, à quelques encablures des législatives de 2017, on croit que c'est déplorable parce qu'on doit pouvoir faire la politique avec des moyens conventionnels à travers des mécanismes institutionnels et démocratiques et non pas donc parfois se contenter de choses qui seraient peut-être pas du tout catholiques et qui portent préjudice à la vitalité démocratique de la démocratie sénégalaise qui est donc citée en modèle à travers la sous-région, par-delà même la sous-région, à travers le continent africain. Le chef de l'État aurait alors réussi ce dont il parlait, de réduire l'opposition à sa plus simple expression, ou bien il est en train de construire un nouveau tombeur, son prochain tombeur? Non, attention, vous m'appelez d'un éminent penseur qui disait, s'adressant à une haute autorité, non, monsieur, rien n'est perdu si vous laissez le peuple en état de s'apercevoir qu'il a un esprit. Mais tout est perdu, au contraire, si vous le traitez comme un troupeau de taureaux, car tôt ou tard, il vous dévore de ses cornes. Donc, partout où on a vu donc, une utilisation à des fins politico-politiciennes de la justice, on a vu que c'est une arme qui s'est toujours retournée contre son propre auteur. Et donc, je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure. C'est ça, parfois, la politique mode tropicale. Et que si l'histoire se répète, je crois que la prison est un raccourci pour le pouvoir et que Khalifa Sall et compagnie, je ne suis pas leur avocat, mais je cite l'histoire, donc pourront peut-être tirer profit de cette situation, peut-être ça va leur conférer en tout cas une certaine popularité. Donc on peut dire que Khalifa Sall est en train de dérouler une stratégie? Oui, c'est l'effet boomerang qui va se produire, moi je crois que c'est ça. Comment analyser donc cette stratégie que déroule Khalifa Sall et ses camarades? Moi, je crois que que Khalifa Sall ne peut pas être un nain politique. Quelqu'un qui a été député, je crois, à l'âge de 27 ans. Ou bien, bon, il est né en tout cas en 56, il est devenu député en 83. Donc, pendant tout ce temps, il a traversé le marigot politique sénégalais. Je crois qu'il est instruit de beaucoup de choses pour être un fin stratège. Et qu'effectivement, l'histoire science toujours les hommes dont elle a besoin. Je crois qu'il est en train de se projeter par rapport à l'histoire et s'ouvrir même à d'autres forces, par-delà le Parti socialiste qui est actuellement écarté, le Parti socialiste qui incarne Khalifa Sall, pour peut-être donc bénéficier de l'effet underdog qu'a eu à bénéficier, et de ce qu'a eu à bénéficier Macky Sall lui-même, pour pouvoir donc diriger, porter un grand élan politique qui va peut-être présider au réveil du Parti socialiste, au nouvel élan du Parti socialiste, tant pour prophétiser. Il y a certains qui parlent de crise, Thierno Ibrahima. Il y a certains qui soutiennent que c'est une crise. Là, on est d'accord, c'est une crise. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que Khalifa Sall est enfin stratège, vous l'avez dit, est en train de dérouler une stratégie à travers cette crise pour nous faire savoir qu'il est, à part Tanordien, qu'il est le numéro 1, disons, du Parti socialiste? Pour moi, donc, permettez-moi l'expression, je crois que le fait Tanordien est un accident de l'histoire. Et malheureusement, ça a été un accident mortel pour le Parti socialiste. Donc, je m'explique. Au départ de Senghor, en 1980, donc par la magie de l'article 35, on a permis à M. Abdou Diouf de diriger le parti et l'État. Bon, Abdou Diouf, il a fait une délégation de pouvoir au profit de Jean Collin. Et donc, on a assisté à une œuvre de débaronisation des pro-Senghor, surtout pas. Pendant tout ce temps, c'est Jean Collin qui était l'homme à tout faire de M. Abdou Diouf, donc qui tenait le parti sous sa coupe. À partir de 1900, donc fin 88, début année 90, avec le départ de Jean Collin, c'est donc justement par les mêmes mécanismes que M. Ousmane Tanordien a été choisi. Il n'a pas été élu, mais on dirait même qu'il a été nommé, donc pour présider au destiné du Parti socialiste. Qu'est-ce qu'on a vu après? Bon, il y a eu un tohu-bohu indescriptible avec le Congrès sans débat. Donc Djiboko est parti, à sa suite Moustapha Niasse est parti. Donc on dirait que le fait que Tanordien n'ait pas été préalablement donc choisi par des mécanismes démocratiques, en tout cas entre guillemets, bon, ça a été une parenthèse tragique pour l'histoire du Parti socialiste. Et je crois que, y compris même Khalifa Sall, donc c'est l'histoire qui les rattrape sous ce rapport. Donc c'est l'histoire qui les rattrape. Et donc il va falloir peut-être prendre de la hauteur
pour pouvoir surmonter cette contradiction. Parce que comme je l'ai dit, le Parti socialiste fait partie de ceux-là qui font le charme de la démocratie sénégalaise. Si le politique sénégalaise, à l'instar du PAI, à l'instar de PRA Sénégal, à l'instar d'autres partis qu'on a eu à connus par le passé et qui ont fait les moments d'embellie de l'histoire politique sénégalaise, je crois que ce serait véritablement regrettable. Le bureau politique du Parti socialiste qui se tient à présent, donc nous allons y revenir très certainement dans les prochaines éditions d'information avec l'importante déclaration donc, que tout le monde attend. Alors, actuellement, Khalifa Sall est pro-Khalifa dans le collimateur de la justice. Les lendemains de Khalifa Sall au sein de ce parti, le Parti socialiste, comment l'analyser? Bon, comme nous ne sommes pas donc imbus du don de lire dans les courbes de la Providence pour pouvoir donc être dans le secret des dieux. Non, mais c'est faire une analyse. Non, voilà, pour justement, j'y vais. Donc, pour faire une analyse politique, je crois que je l'ai rappelé tantôt. Cette conjoncture, moi, je crois qu'elle profite à Khalifa Sall. Parce que ça va lui permettre donc d'étendre ses tentacules. Maintenant, il y a un aspect qui relève de la justice. N'étant pas homme de l'art, on ne va pas entrer dans le fond du dossier. Je crois qu'il y a des avocats donc préposés pour cela. Mais tout est dire que, comme je l'ai dit, donc de manière superficielle, bon, on croit que peut-être ils vont tirer leur épingle du jeu, si donc on se fie à l'histoire. Oui, voilà. Alors, le conseil municipal de la Médina, qui a tenu une conférence de presse hier, ce vendredi, alors annonce des rassemblements, le conseil municipal qui sera dans la rue tous les vendredis. Bon, des rassemblements, on ne sait pas quel genre de rassemblement. Ils ont annoncé donc des manifestations qu'ils vont tenir pour dénoncer ces arrestations, l'arrestation de Bamba Fall, maire de Médina. Est-ce que vous pensez que cette méthode, cette lutte pourrait porter ses fruits? Bon, comme on dit, on ne fait pas de la stratégie sur la place publique. On dit quel type d'action donc ils vont mener. Ils ne l'ont pas dit. Mais je crois que donc, s'ils disent que c'est une action politique, toute action politique appelle donc une réaction politique. Et bon à eux donc de pouvoir imaginer toutes les sortes donc, de solutions possibles pour pouvoir véritablement se libérer de cette emprise. Voilà. Après l'AFP, donc le PDS, je l'ai dit tantôt, actuellement on assiste donc à la dislocation du Parti socialiste. Alors pour terminer donc sur ce point, c'est Macky Sall et son camp qui ont une fois réussi également de séparer l'opposition, disons. Non, pas encore. Pas encore. Moi, je crois que donc, si on revisite encore l'histoire, vous savez, les regroupements de l'opposition ne se font pas souvent illico presto, du tic au tac. Il faut un peu du temps. Parce que n'oubliez pas que l'opposition actuelle est composée de personnalités qui sont donc issues de trajectoires différentes, qui ont des profils différents, qui ont aussi des ambitions différentes. Chacun donc veut être roi à la place des autres, évidemment. C'est ça aussi le charme de la démocratie, c'est la conquête du pouvoir. Mais attention, parce que si on se fie aux dernières élections locales et aux résultats donc du dernier référendum, bon, on ne peut pas dire encore que Macky Sall a réussi son coup. Parce que n'oubliez pas que Macky Sall a été élu. Quand il était élu en 2012, il avait 25% des suffrages donc, au premier tour. Moi, je crois que des partis comme donc, le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais ont des ancrages profonds dans l'intérieur du Sénégal. Tout est-il que moi, je crois qu'il y a donc une recomposition politique en cours. Il y a des regroupements qui vont forcément se faire en perspective des prochaines législatives. Et si les élections se tiennent dans les règles de l'art, je crois qu'au lendemain des législatives, peut-être qu'il va y avoir un nouveau rapport. Voilà, nous allons avancer après donc, cette question du Parti socialiste. Nous allons parler de la Gambie, Thierno Ibrahima Diop. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Zoom Info. Alors, la Gambie secouée par une crise post-électorale. Les dernières informations, donc, ce que l'on note, c'est un médiateur général pour aider donc, à passer à trouver une solution pacifique à cette crise politique. Et puis, une loi d'amnistie qui sera votée très certainement par le Parlement. Une annonce faite par Yaya Jammeh, le président déchu, disons, de la Gambie, qui a fait une déclaration la semaine dernière en annonçant donc cela, une loi d'amnistie entre autres. Au moment de sa déclaration, il y avait donc un écritel qui passait, qui annonçait également la prestation du serment de Barrow. Alors, est-ce dire que la crise donc, qui secoue la Gambie aura donc, des lendemains meilleurs, disons? Bon, moi, je crois que depuis le début,
j'ai eu cette appréhension que Yaya Jammeh était donc en faisant volte-face, était en train donc de faire usage du rameau d'olivier et du fusil de combattant. Je crois que ça nous rappelle donc une phrase que Yasser Arafat avait prononcée du haut de la tribune des Nations Unies en 1973. Il avait dit: je suis venu avec un rameau d'olivier et un fusil de combattant, faites que le rameau ne tombe pas de ma main. Donc Yaya Jammeh, donc sa position actuelle postule une double implication. S'il y avait pas ces menaces donc contre lui, donc de poursuite devant les tribunaux internationaux, peut-être qu'il serait parti, parce qu'il avait appelé donc téléphoniquement son challenger, il l'avait donc félicité. Je crois que après, comme je vais périr, autant donc après moi ce sera le délice. Après moi ce sera le délice. Donc il a changé d'attitude. Donc je crois qu'actuellement il est en train d'accroître la pression sur la communauté internationale pour pouvoir se tirer d'embarras. Et dès lors qu'il y a des offres d'asile venant, je crois, du Nigeria et du Maroc, effectivement, nous sommes optimistes à la perspective de voir qu'il y a donc des solutions de sortie de crise. Voilà. Des solutions de sortie de crise. Alors, donc, l'intervention militaire tant prônée, tant redoutée également, que certains observateurs ont eu à décrier aussi, peut ne pas avoir lieu aussi. On peut l'espérer peut-être. Vous savez, on ne peut pas le souhaiter en tant que Sénégalais. Oui, bien sûr. Parce que la Gambie, nuit était les contre-coups néfastes de la conférence de Berlin, serait aujourd'hui une partie du Sénégal. Donc ce sont les mêmes peuples. Je crois que s'il y a crise en Gambie, c'est le Sénégal qui est affecté en premier lieu. Donc ce n'est pas notre souhait. Là, on dépasse notre neutralité axiologique journalistique pour donc véritablement faire prévaloir des sentiments. Donc du coup, il y a aussi la conjoncture donc, géopolitique sous-régionale. Il y a Boko Haram, il y a le terrorisme, il y a aussi la crise casamançaise qui date depuis 40 ans. Toutes choses qui font que si donc, il y a un foyer de tension supplémentaire en Gambie, ce ne sera pas dans l'intérêt du Sénégal et par ricochet de la sous-région. Et que Jammeh lui-même ayant donc duré et perduré au pouvoir, il exerce le pouvoir depuis 22 ans. Je crois qu'il est assez averti des enjeux géostratégiques. Mais parfois, bon, quand on a affaire à un suicidaire, bon, c'est parfois difficile à mener. Mais je crois que moi, la solution pacifique et pacifiste serait la meilleure. Voilà. Alors, la Cour suprême qui doit rendre son verdict dans 3 mois, au mois de mai. Le 19 janvier, c'est la date ultime où Barrow devrait, où on devrait faire la transition. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est assez flou sur ce point? Avec la Cour suprême qui doit donner son verdict au mois de mai, alors que ce 19 janvier, Barrow doit être installé. Est-ce que ce n'est pas une confusion là? Bon, je vous ai dit, donc tout cela relève d'une comédie parfois incomplète. Parce que là, il y a un vide juridique, un quasi-vide juridique. Jammeh, bon, lui, donc, bon, la Cour suprême, je crois que ça intéresse Diallo, qui, comment dire, autant pour moi, Jammeh. Donc c'est le gendarme de Diallo, la Cour suprême. Mais le verdict de la Cour suprême ne recoupe pas le gendarme de la communauté internationale. Parce que pour la communauté internationale, ce qui est clair, c'est que le 19 janvier prochain, Inch'Allah, Adama Barrow sera investi, donc, de gré ou de force. Donc je crois que ce verdict de la Cour suprême, bon, ça relève un peu de... c'est la loi gambienne. Voilà, justement, donc d'où la contradiction, d'où le fait que peut-être Jammeh, il est en train de jouer sur le temps, il est en train de jouer la montre. Donc lui, donc, il fait prévaloir la législation gambienne pour se donner un temps, peut-être même pour négocier, comme je l'ai dit tantôt, pour accroître la pression sur la communauté internationale et s'aménager même une porte de sortie. Mais je crois que le verdict de la Cour suprême, fondamentalement, n'intéresse pas la communauté internationale. Et en dernier ressort, c'est la communauté internationale qui va avoir le droit à mot, parce que Jammeh ne peut pas résister à la communauté internationale, d'autant plus que... Mais d'aucuns disent que la CEDEAO n'est pas juge électoral. Hein? Oui, la CEDEAO n'est pas juge électoral. Vous savez, excusez-moi l'expression, mais il y a des incongruités par rapport à ces organisations internationales, par rapport même aux positions qu'ils prennent devant ces occurrences. Bon, vous vous souvenez donc du cas égyptien. Bon, parfois, quand c'est les arrange, il faut prévaloir la loi. Mais quand ça ne les arrange pas, on dirait quand même qu'ils vont faire prévaloir donc des solutions. Vous avez vu le cas d'espèce égyptien. Les frères musulmans ont été donc élus sur la base d'une constitution. Il y a eu renversement de pouvoir. Est-ce que vous avez entendu parler de la communauté internationale? Non. Parce que peut-être donc la doctrine des frères musulmans ne les arrangeait pas, ne recoupait pas leurs intérêts stratégiques, géostratégiques fondamentaux. Il y a aussi le cas dans les années 90 du Front islamique du Sali en Algérie. Ils ont remporté des élections, mais on les a éjectés, donc manu militari.
Vous voyez donc, etc. Il y a beaucoup de cas similaires. On dirait que dès lors que vous suivez la direction du vent imposée par la communauté internationale, une certaine communauté internationale qui s'identifie parfois et se confond à l'Occident. Quand je parle de l'Occident, c'est la France, les États-Unis, surtout les pays donc, du bloc de l'OTAN. Donc ça, quand ça les arrange, ils font prévaloir donc, leur vie. Mais quand ça ne les arrange pas, bon, ils vous éjectent du pouvoir comme on l'a fait avec Kadhafi, comme on l'a fait avec d'autres. Et ce qui est regrettable, c'est que parfois, ces leaders-là, à l'image de Djamé, à l'image de Kadhafi, ce sont souvent des panafricanistes. Je vous donne un cas d'exemple. Si vous prenez les APE, il n'y a que la Gambie et le Nigeria qui n'avaient pas souscrit en son temps. Au dernier nouvelle, ils n'avaient pas encore signé les APE. Je ne sais pas encore si c'est le cas. Ça dénote donc d'une certaine dimension panafricaniste de Djamé. Ce que je veux dire, c'est pourquoi Djamé et pourquoi pas Ali Bongo. Il y a une incongruité qu'il va falloir surveiller. Voilà, donc nous allons avancer avec bien sûr le sport. Parlons sport à présent avec bien sûr la CAN 2017. Alors, c'est la transition avec l'installation de Barrow, la crise gambienne. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas dire que ces deux événements majeurs-là qui se rencontrent, des événements pourraient prendre le dessus sur l'autre? Comment analyser une telle situation? Bon, là, ça va être compliqué. Moi, je crois que c'est un hasard du calendrier. Parce que quand on programmait la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y avait pas encore ce problème gambien. Bien sûr, c'est une coïncidence, une pure coïncidence. Bon, moi, je souhaite que la Coupe d'Afrique prenne le dessus. Qu'on en finisse véritablement avec ce problème gambien qui, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas dans l'intérêt ni du Sénégal ni de la sous-région. Voilà, donc nous allons terminer avec bien sûr la CAN, nous y sommes. Une cérémonie de remise de drapeau. Donc avant le départ des Lions, c'est ce dont on assiste à chaque fois. Mais il y a quand même eu une cérémonie de restitution de drapeau avec tous ces honneurs, notamment le sacre pour nos Lions. Je n'ai pas bien compris. Je dis une cérémonie de remise de drapeau, c'est ce dont on assiste à chaque fois, avant que les Lions ne quittent. Mais est-ce qu'on peut s'attendre donc, à une cérémonie de restitution de drapeau avec, avec notamment toutes ces odeurs, hein, à savoir le sacre? Il est temps. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que du point de vue de l'histoire, on dirait que le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines. Donc le Sénégal remportait des trophées continentaux dans les années, je crois, 30, 40, avant les indépendances. En 63, je crois bien, c'est en 1963, on a eu à remporter le tournoi de l'amitié. Il paraît que même en 68, on avait la meilleure équipe continentale. Bon, peut-être que nous n'étions pas encore nés, mais ce dont nous sommes témoins, c'est qu'en 86. Parce que l'Égypte qu'on avait battue en marche d'ouverture avait fini par remporter la compétition. Donc, il y a eu aussi l'épopée de 2002, des Lions de 2002. En tout cas, peut-être que la chance n'a pas encore frappé donc, à nos portes. Nous croyons de cette fois-ci pour pouvoir enfin remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que, véritablement, au regard de notre parcours donc, footballistique, véritablement, nous le méritons. Les Lions feront face aux Aigles du Carthage ce dimanche. Quelles sont vos attentes? Bon, ils ont souvent été nos bêtes noires, les Tunisiens, les Maghrébins. Ils ont souvent été nos bêtes noires. Donc je crois qu'on va vaincre le signe indien pour cette fois-ci. Tout est-il que moi, je pense a priori qu'on a la meilleure équipe actuellement africaine. Le reste, c'est une question d'automatisme. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs pour avoir la meilleure équipe. Je crois que pour cette fois-ci, on va avoir la meilleure équipe. Parce que moi, ce que je vois, les joueurs qu'on a présentement, au plan individuel, sont supérieurs même à ceux de 2002. Mais en 2002, ce qu'on avait, c'est une équipe. Ce qu'on avait, c'est une complicité entre des acteurs déterminés pour défendre donc, les couleurs de la patrie. Je crois que ces lions-là aussi auront l'âme assez ardente pour donc savoir qu'il y a toute une patrie qui les attend et véritablement faire en sorte que, pour répondre à votre souhait, à savoir restituer le drapeau national au président de la République au lendemain de la finale de la présente édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, Thierno Ibrahima Diop. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Alors reste à donc souhaiter bonne chance à notre cher Lion. Merci à vous. Donc tout le plaisir à nous. Nous vous remercions de cette invitation. Et je ne l'avais pas évoqué à l'entame de cette émission. Donc j'ai suivi votre cérémonie hier, souhaitant que Walfadjri dure 100 ans.
Moi aussi, je m'associe à ces prières pour souhaiter que dans quelques décennies, on va fêter, peut-être que nous serons de ce monde encore, fêter les 100 ans de Walfadjri. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Thierno Ibrahima Diop. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Zoom Info. C'est fini pour cette... Bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités. Excellente suite des programmes sur Walf TV. Merci à El Hadj Modou Diouf, il était du côté de la technique. Oustaz Assane Diouf pour la réalisation. Retrouvez-nous samedi prochain, Inch'Allah.